Vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, le sommaire. Sanctions de l'ONU en RDC, Corneille Nangaa, le M23 et plusieurs commandants rebelles, FDLR, ADF et Twirwaneho figurent désormais sur la liste noire des Nations Unies. Au menu de ce gel international, interdiction de voyager et blocage des comptes. Clôture du sommet de Luanda pour la paix en Angola, le chef de l'État congolais a dénoncé les 2 poids, 2 mesures du droit international. Devant ses pairs, Félix-Antoine Tshisekedi a exigé une place de choix pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Raquette routier et saisie abusive à Kinshasa. Le commissaire provincial Pense Kinshasa annonce des sanctions contre les policiers tracassiers et pour des policiers professionnels, Israël Kantou a promis des avancements en grade. Les détails dans ce journal. Le sommet sur la paix et le respect du droit international s'est clôturé ce vendredi 17 juillet à Luanda, en Angola. Le président Félix-Antoine Tshisekedi y a pris part aux côtés de ses pairs, un plaidoyer fort pour la cohérence internationale et une Afrique actrice de son destin. C'est le message central porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de cette rencontre. Le chef de l'État congolais a fermement dénoncé l'application sélective des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale à travers le monde. Il a fustigé des standards à géométrie variable alors que la RDC assure la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er juillet dernier. Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé que l'Afrique doit cesser d'être un simple terrain de gestion des crises pour devenir un architecte de la paix durable. Un message qui résonne particulièrement alors que l'Est de la RDC fait face à une crise sécuritaire et humanitaire persistante. Crise à l'est de la République démocratique du Congo, je l'annonçais en titre, l'ONU serre la vis contre les cerveaux de l'instabilité. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité vient d'ajouter 6 individus et 2 entités à sa liste noire. Parmi les visages marquants figurent Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que des commandants des FDLR, des ADF et de la milice Twirwaneho. Désormais, c'est l'asphyxie financière et logistique qui est visée. Interdiction formelle de voyager, embargo sur les armes et gel total de leurs avoirs à travers le monde. Aucun policier n'a le droit de prendre le volant du véhicule d'un particulier. C'est le rappel à l'ordre ferme du chef de la police de Kinshasa, Israël Kantou. Au cours de la parade tenue lundi 13 juillet dernier au stade des Martyrs, le commissaire divisionnaire a fustigé les pratiques arbitraires de certains agents de la circulation, notamment les policières basées non loin du camp Lufungula accusés d'intimider les usagers. Un coup de balai assorti d'un encouragement pour les policiers professionnels promis à des avancements de grade. Je vous propose de l'écouter. Tracasserie, Belema PC. Na le bité bino nyos. Moko na yeba kabango basamu malamu. Komanda moko na mona kaye na quartier 1 na Kimbuta. Ifunga so ifunga. Lifunga obi lifunga kombo moko na ndengwa. Ko lifunga. Ifunga zabi. Amwa mamoko na mona kaya wana kwa sala bisia wileri yao wileri na kabinda yainda mkiela la pese wapi ezala jeshi fusu na mona kana 14 mri na 14 mri seta chidala à 5h azakona bien tenu nae azaka très propre. Bato yo tolumisi liboso eza bato yo tokoko espérer na molobi mosale ke liboso baza ba modèle pour na biso ezali sentiment te o te biso ngo liboso soki yo zoyeba te landa bango po yo yeba. Soko bolingi koyeba
tuna bango bakoyebisa yo politiki nini basalaka mosala mpo boyeba moko na moko aza na kalite na ye na koloba oyo nga nasali likolo témoin mabele témoin bile oyotango témoin à tout moment nazalaka na besoin na mutu na bonga bi okuta ye 4h30 5h okuta major azobela baelema na motoro na ye moko aza si place ikelakisa nini soki yo otosi bakonzi na yo otie bango bisika na bango bakonzi bakotia mpe bisika na yo commissaire supérieur boroko bolani ya majamari balobaki na biso ke soki bolongo na échanger aki mosala nzoka nde esika akei aki kosembola mosala ezongi na molongo oyo azalaki kuna abebisaki milei akei abongisi sango ekomi na matoi na biso toyi moko na suka tokobimisa ye bamona ye ke azosala kaka bien soki ezali ya malamu awa mebi na parade azo na ngai échanger ya point gestion koma na bandale na yo soki bapesi so message ya promotion ya avancement ya grade bango bazanga te bango bazanga te tia bango na kati bazomérite yango. Restauration de l'ordre urbain et salubrité publique à Kinshasa, la task force mise en place par le président de la République est passée à l'action mercredi dans le district de la Tchangou. Les équipes de service national ont mené des interventions coup de poing à la place Pascal pour libérer la voie publique des occupations anarchiques et curer les collecteurs d'eau pour pérenniser cette mission de salubrité d'ordre public. Un important lot de matériel roulant composé de camions de grand tonnage, de pick-up et de motos a été officiellement remis au commandement de la task force. Le point dans ce reportage. À gauche, l'image d'hier et à droite, celle d'aujourd'hui. Deux réalités qui tout opposent. Pendant des années, la place Pascal, dans le très populaire district de la Tchangou, symbolisait le désordre. Embouteillages interminables, marchés pirates tentaculaires, parkings anarchiques, montagnes d'immondices et insalubrité chronique. Un carrefour où l'autorité semblait avoir perdu du terrain. Mais ce mardi, ce décor a complètement changé. En quelques heures seulement, les bâtisseurs du service national, déployés dans le cadre de la task force présidentielle d'assainissement, ont repris le contrôle des lieux. Le marché pirate a été entièrement démantelé, les parkings anarchiques dégagés, les caniveaux curés et l'emprise de la chaussée totalement libérée. Là où circulaient autrefois relevés du parcours du combattant, automobilistes et piétons redécouvrent désormais un espace aéré et une voirie rendue à l'intérêt public. Il est même à nouveau possible de filmer toute la largeur de cette artère, autrefois engloutie sous les étals, les déchets et les occupations illégales. Et le plus impressionnant reste le temps d'exécution. Une demi-journée a suffi à transformer ces points névralgiques de l'Est de Kinshasa. Cette opération n'a été menée que par un seul bataillon de la task force, appelé à intervenir sur tout l'axe reliant l'aéroport de Ndjili à la place échangeur de Limete. Sur le terrain, le coordonnateur de la task force, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et son adjoint, l'ingénieur David Mokeba, ont personnellement supervisé ces opérations. Et pour renforcer cette mission, un important lot de matériel logistique a été remis à la task force. Il s'agit de 50 motos neuves, 20 véhicules 4x4, ainsi que 30 camions bennes de 30 tonnes. Officiellement, la task force entre en danse dès demain jeudi. Déterminés et mobilisés, les bâtisseurs de la République entendent accomplir la mission leur confiée par le président de la République. Débarrasser la capitale de l'insalubrité, restaurer l'autorité de l'État, rendre Kinshasa propre, ordonné et respirable.
Le chantier de la rocade de Kinshasa progresse à pas de géant dans la commune de Mongafula. Accompagné de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, le député national et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a inspecté mardi dernier ces travaux, fruit de la coopération sino-congolaise. Cette infrastructure majeure a pour objectif de fluidifier le trafic de la capitale. La livraison officielle de l'ouvrage est d'ores et déjà annoncée pour la fin de l'année 2027. En sa casquette de député national de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba a effectué une visite d'inspection sur différents tronçons des rocades afin d'évaluer personnellement l'état d'avancement des travaux ce mardi 13 juillet 2026. Accompagné du sénateur Jonas Kalambay, du questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Hervé Socrate Moubengai, et de l'ambassadeur de la Chine accrédité à Kinshasa, Augustin Kabouya, qui faut-il rappeler, est aussi secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, s'est dit satisfait du résultat observé sur ces vastes chantiers routiers présentés comme l'un des projets destinés à booster la mobilité de la capitale congolaise de l'ouest à l'est. Nous étions obligés de voir aussi l'avancement des travaux, comment les choses se passent, et s'approcher des gens qui travaillent pour nous dire ça peut prendre combien de temps, est-ce qu'il y a quelques petits problèmes. Nous, en tant qu'élus, nous pouvons intervenir aussi à un certain niveau. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que les choses évoluent normalement. Et nous pouvons féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble de tout son gouvernement, et l'entreprise même qui a reçu le marché pour la construction de cette route. C'est un très grand plaisir parce que ça nous permet, moi et les élus congolais, de témoigner du résultat de cette coopération sino-congolaise qui apporte de façon très concrète des bénéfices à la population congolaise et quinoise. Sur le terrain, l'élu du Mont Amba s'est imprégné de la progression rapide dans la construction de bus et de dallos, mais aussi de l'aménagement de cette route à 4 bandes, ainsi que de la chaussée qui est en train d'être remblayée de caillasses par les engins de l'entreprise chinoise. Pour une bonne restitution auprès de sa base, le représentant de la population de Kinshasa à la chambre basse du Parlement a interrogé le responsable de l'entreprise chinoise quant à la date de fin des travaux en cours. Ces derniers l'a rassuré, ceux-ci pourront être achevés au mois d'octobre 2027. Le projet des rocades, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour but de créer une voie périphérique permettant aux usagers de l'Est de la ville de Kinshasa d'atteindre la partie ouest sans passer par les zones fortement congestionnées du centre-ville, réputées par leur embouteillage. Grâce à cette route, les habitants des communes de Mongafula et de Ngaliema auront désormais un accès facile et rapide à l'aéroport international de Djili sans passer par d'autres communes comme Bandalungwa, Kitambo et Limete. Infrastructure encore, relier la commune de Massina à celle de Limete en évitant les bouchons monstres du boulevard Lumumba. Ce sera bientôt une réalité. Le chantier d'envergure de l'avenue Kulumba et du pont Tsanga, long de près de 6 km, s'accélère après avoir surmonté les contraintes d'expropriation. Un projet en partenariat public-privé qui suscite déjà l'enthousiasme des riverains et des usagers. Ils se sont exprimés au micro d'Ecopolis Télévision. Toza likolo ya pont. Likolo ya pont, En tout cas, topesi papa Fati merci mingi. Tosepeli makasi na Fati beton. Aumela pokotoyo. Toyebi te soki tolinga tokufa ka bongo kaka boye to vivre ka bo. Mais na minute oyo tokomi na prince. Na minute oyo tozotambola likolo ya pont. misala ndenge ezosalema awa eloko ya liboso nzambe apambola chef de l'État. Mosala oyo ndenge ezosalema bapresident baleke ebele me mosala esalemi te, mais avec Fatima na mboka akoti mosala ezosalema. Tosepeli bandeko tu a basepeli, bandeko tu basepeli makasi. Bongai nafani na Petro Congo. Bon soki nzelo se sili eza esengo mpona biso
na chef de l'État. Pour le chef de l'État, Nzamba Bakse est belé à continuer dans ma vision. Dans un pont, il y a un Julie, et si on train qui est dans Masina, au aéroport. On a vu un gars qui est là-bas. On a vu un yango, on a vu un vraiment qui est vision chef de l'État. De tout le monde a baillé que non, tout ça la pont. On a vu ça vision parce que pourquoi? Na Masina, na Kingabwa. D'abord dans l'insécurité, ça c'est pourquoi? Babnzela au yo moyen mutu ke côté la kabango boy pour ça la sécurité exacte. Et puis deuxième point. Kolongwa, tango batu bakufa ki atomoni ke Kolongwa kuna pont kaka moko ya aéroport tant inondation yaki pont atira la ki likolo kaka côté pas boy. Alors le roi batie pont oyo c'est que ça pour la biso c'est sengo makasi. Les avantages makasi pour la biso. Chef de l'État ce qui message je comme pas na yo aux la mission pour la RDC mo la mandaté. Na nino lo baké aza la mission na no pour na moka e kende liboso ti pour la mission na mayele na yé na avantage na biso to bénéficier mayele na yé et tant azo gérer biso ti que nzamba bike asuki a remplacer mutu. Et dans le centre de la République démocratique du Congo, les travaux de construction de la RN 42 franchissent une étape décisive initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le projet permet aujourd'hui d'ouvrir totalement à la circulation le tronçon lac Mukamba-Lusambo. Une fois achevée, cette infrastructure connaîtra définitivement le Sankuru au Kasaï central via la RN1. Sur place, la population exprime sa satisfaction face à l'évolution soutenue du chantier. Province ya Sankuru eza province ya héros national na biso Patrice Emery Lumumba ngai nazoloba naza président batetel lelo oyo moto azolongwa quelques heures le sambu abimia na mukamba mika 5 ekomi facilité makasi. Ce projet, ce sera pour une première fois que la province du Sankuru, province chère du père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, bénéficiera d'une route asphaltée. Je suis Élisée Katassi de la mission de contrôle INCC. Nous veillons sur la qualité des travaux qui s'effectuent sur cette route. Nous pouvons rassurer à la population que nous veillons sur cette qualité. En tout cas, les mots adressés aux habitants ou la population de la province du Sankuru, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas abandonnés. Les chefs de l'État ne les a pas oubliés. Il a vraiment pensé à eux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet a été financé. Donc la route est déjà ouverte. Et maintenant, nous allons arriver bientôt avec la structure de la chaussée. Ça permettra à ce que la province du Sankuru, le territoire de Lusambu, puisse être en harmonie avec les autres provinces. Tout à fait autre chose, direction la province du Haut-Katanga, journée morte à l'université de Lubumbashi et à l'ISTEM. Mercredi 15 juillet, professeurs, administratifs et techniciens ont croisé les bras pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements salariaux. Les grévistes accordent un délai d'1 semaine aux autorités, soit jusqu'au 22 juillet prochain, avant de durcir radicalement leur mouvement. Un mémorandum a été déposé entre les mains du ministre provincial de l'Éducation, Max Pandé-Kisimba. Suivez. Dans le cadre du dialogue permanent entre le gouvernement provincial et les partenaires sociaux, le ministre provincial de l'Éducation, Max Pandé-Kisimba, a reçu en audience les membres du comité du banc syndical de l'université de Lubumbashi. Conduite par le professeur Fernand Numbi, président de l'association du corps académique et scientifique de l'UNILU, la délégation est venue déposer un mémorandum rappelant les engagements contenus dans l'accord de Bibois signé en 2022 puis révisé en 2024 entre le gouvernement central et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Un accord qui vise à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants et des chercheurs. Nous avons des préoccupations d'ordre social. Ces préoccupations-là se résument dans les accords que le banc syndical de l'ESU
a eu avec le banc gouvernemental. Ça se résume en quoi? Ça se résume en fait à ce que les professeurs exigent d'être mis dans de bonnes conditions de travail. Les bonnes conditions de travail, c'est quoi? C'est la mobilité du professeur, c'est un bon salaire, donc nous exigeons la majoration salariale, et aussi il y a des comptes restants dus que le gouvernement doit aux enseignants, aux administratifs. Donc il s'agit de payes complémentaires. Nous demandons au gouvernement d'honorer ses engagements en donnant des payes complémentaires, et parce qu'on a affaire à des institutions scientifiques, tout le monde doit avoir la prime de recherche, professeur, chef de travaux, assistant, parce que nous ne pouvons pas exercer nos fonctions sans recherche. À l'issue des échanges, le ministre provincial de l'Éducation a rassuré ses interlocuteurs de son engagement à transmettre leurs revendications à sa hiérarchie et a plaidé pour l'application effective de l'accord de Bibois dans la province du Haut-Katanga. De leur côté, les représentants du banc syndical se sont dit confiants quant à l'aboutissement de leur démarche. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue avec les autorités afin de contribuer à un enseignement supérieur de qualité au Haut-Katanga. Et plus loin de la République démocratique du Congo, tension diplomatique au Burkina Faso. 2 diplomates de l'Union européenne sont sommés de quitter le territoire. Selon l'agence d'information du Burkina, le chef de la délégation adjoint, également responsable de la section politique et presse, ainsi qu'une chargée de programme de l'Union européenne ont été déclarés persona non grata. Les détails de cette rupture dans cet élément. Les 2 diplomates européens visés sont le chef adjoint de la délégation en charge de la section politique, presse et information et la chef de programme. Leur nom et leur nationalité n'ont pas été précisés par l'agence officielle AIB, pas plus que les faits qui leur sont reprochés. Mais la décision de leur expulsion intervient quelques jours après une résolution du Parlement européen qui a suscité la colère du régime. Mi-juin, les eurodéputés ont adopté une résolution déplorant les restrictions de l'espace civique, les arrestations arbitraires et la situation globale des droits humains au Burkina Faso. Le chef de la délégation de l'Union européenne dans le pays avait été convoqué par le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui avait qualifié le rapport de néocolonial et rappelé le principe de non-ingérence. Dans la foulée, le pays annonçait la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. L'envoyé spécial de l'UE pour le Sahel, alors en visite dans le pays, avait vu tous ses rendez-vous avec les autorités annulés. Hier soir, l'Union européenne a réagi avec prudence. Nous regrettons cette décision pour laquelle nous ne voyons aucun fondement, a déclaré un porte-parole, ajoutant que la situation serait évaluée avec attention avant de décider de la réponse appropriée. Dans l'actualité internationale toujours, les froids s'ajoutent au chaos dans le sud de la Chine. Près de 900 serpents, dont des cobras mortels, se sont volatilisés dans les rues inondées de Hangzhou après la destruction de leur élevage par le typhon Meshach. Une course contre la montre est engagée pour capturer les animaux alors qu'une première victime est déjà à déplorer. Regardez. Une invasion de serpents mortels, des cochons à la dérive, des voitures submergées et des rescapés évacués par drone. Depuis une semaine, des intempéries liées au typhon Meshach frappent la Chine et donnent au pays des airs de films apocalyptiques. La saison annuelle des inondations a commencé et les parties centrales et méridionales de la Chine sont particulièrement touchées. Les pluies torrentielles ont entraîné des glissements de terrain meurtriers. Le bilan temporaire des intempéries était de 39 morts le 9 juillet, mais risque de s'alourdir. Dans la région du Guangxi, 55 rivières ont dépassé leur niveau critique et les autorités ont relevé l'alerte aux inondations à son niveau maximal. Voitures à la dérive, habitations partiellement détruites, ces images aériennes des rivières en crue donnent une idée de l'étendue des dégâts. Un barrage a cédé et créé d'impressionnants torrents d'eau, détruisant tout sur leur passage. Autre conséquence plus insolite de ces crues, une invasion de serpents venimeux.
Lundi 6 juillet, les crues ont submergé une ferme à reptiles située dans la région du Guangxi. Plus de 900 animaux se sont échappés de leur enclos et ont semé la panique parmi les habitants. Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Certaines de ces espèces de cobras peuvent atteindre les 5,5 mètres et les 10 kilos et sont extrêmement dangereuses. La mort par asphyxie peut survenir en seulement quelques minutes. Face aux catastrophes naturelles, les autorités s'appuient sur un important réseau de secouristes, de militaires et de membres du Parti communiste chinois qui sont mobilisables rapidement. Des vivres, des imperméables et des bateaux pneumatiques ont été envoyés vers la région. Des secouristes ont utilisé de grands drones pour acheminer ces renforts matériels aux personnes bloquées. Un drone de transport a également secouru un habitant bloqué par les inondations dans la région du Guangxi. L'homme était coincé sur ce camion-citerne partiellement submergé. De nombreux habitants ont tout perdu. Au total, dans le Guangxi, 375 000 personnes ont été affectées par les intempéries à des degrés divers. Au moins 130 000 habitants ont été évacués. Les catastrophes naturelles frappent régulièrement la Chine et leur intensité augmente avec le réchauffement climatique. Après plusieurs jours de pluie, les autorités chinoises et les habitants restent sur le qui-vive, car le pire est peut-être à venir. Un super typhon pourrait balayer la côte est de la Chine ce week-end et faire de nouvelles victimes. Et puis en Haïti, l'ancien président Michel Martelly est de retour au Bercail, résident d'ordinaire aux États-Unis. Celui qui a dirigé le pays de 2011 à 2016 est arrivé à Port-au-Prince mercredi dernier. Si les motifs officiels de ce voyage restent flous, les médias locaux évoquent une possible audition dans l'enquête sur l'assassinat de son successeur Jovenel Moïse, un retour qui intervient alors que l'ex-chef d'État, alias Sweetmeki, fait face à de lourdes sanctions internationales. Regardez. Michel Martelly accueilli en grande pompe par ses partisans mercredi. L'ancien président haïtien est de retour dans son pays natal. Celui qui a dirigé Haïti de 2011 à 2016 réside aux États-Unis. Il n'a pas dévoilé les raisons de son retour au Bercail. Mais selon des médias locaux, Michel Martelly pourrait témoigner dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en juillet 2021 de son successeur, l'ancien président Jovenel Moïse. Nous ne pensons pas que Martelly ait participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les deux anciens chefs d'État étaient tous deux membres du PHTK. Martelly, un musicien connu sous le nom de Sweetmeki, fait depuis longtemps l'objet d'accusations de corruption. Depuis novembre 2022, il est sous le coup des sanctions du Canada, alors qu'en août 2024, les États-Unis ont emboîté le pas, l'accusant de faciliter le trafic de drogue et de financer plusieurs gangs. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi. Bonsoir.